François Bonnet, qui est directeur éditorial et cofondateur de Mediapart. La dernière séquence, on l'a intitulée, c'est un clin d'œil à Nicolas Sarkozy qui veut nous faire revenir au temps des Gaulois. Êtes-vous Gaulois? Le Gaulois. Pourquoi? Parce que la question, c'est qu'au fond, là, on est dans des débats qui restent très franco-français, dans un moment de grande crise, au-delà des crises internationales qu'on connaît, de crise européenne, de crise de civilisation. On vient de parler des enjeux écologiques. Bref, François va vous interpeller sur votre idée du monde. Oui, alors j'étais désigné pour vous parler de l'Europe. Donc je cherchais finalement dans les pères fondateurs de l'Europe, et puis j'ai évidemment pensé à Valéry Giscard d'Estaing, puisqu'en plus, souvent le parallèle est fait, on dit, mais finalement, Macron, c'est le Giscard de 74, 2 Français sur 3, la fin de la gauche, de la droite, etc. Et puis, j'ai trouvé, je pense mieux, j'ai trouvé Edgar Faure, qui est aussi quand même pas seulement un grand dinosaure de la 4e République, mais un des pères fondateurs, je crois un des rédacteurs du traité de Rome. Et j'ai trouvé 2 citations de lui, et je vais vous les lire, et vous me dites laquelle vous choisissez. La première citation d'Edgar Faure, c'est sur son site, le site de l'Association des Amis d'Edgar Faure. « L'immobilisme est en marche, point d'exclamation, et rien ne pourra l'arrêter. » La deuxième citation, c'est « Le centre a le droit de vivre à condition de faire le mort ». Alors, de faire le mort. Laquelle vous choisissez? Aucune des deux. C'est pas du tout mon tempérament. Non, mais il y a des choses sur lesquelles on peut se retrouver. L'Europe, mais les deux traitent plutôt de la vie politique française. Je me retrouve dans aucun des deux. D'abord parce que je ne suis pas au centre. Je crois à un rassemblement des progressistes. Vous appelez à transcender les clivages gauche-droite. Oui, mais c'est pas la même chose. Je n'en nie pas une pertinence. Je dis les clivages structurants aujourd'hui. Je crois dans le clivage dans la vie politique, la confrontation. On a eu des désaccords ce soir. Mais je crois que les clivages importants, ils sont beaucoup plus... Ils passent au sein de la gauche et au sein de la droite qu'entre la gauche et la droite. Beaucoup plus. Ce qui fait d'ailleurs que le Front National se nourrit de cette... Pour moi, le manque de clarté, il est aujourd'hui dans les 2 grands partis. Donc c'est pas le centre, la résolution. C'est de reconstruire de la conflictualité démocratique politique autour des éléments signifiants. Et donc de l'adhésion, j'en parlais tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais sur les points qui font aujourd'hui les défis français et la société. Et ils ne sont plus entre la droite et la gauche. Ils sont entre des conservateurs et les progressistes, et en particulier dans le rapport au monde et à l'Europe. Alors dans la suite de cette citation sur l'immobilisme est en marche, j'ai relu votre discours, qui est un discours important sur l'Europe, que vous avez prononcé le 24 septembre à Lyon. C'est un discours qui est intéressant parce que plusieurs paragraphes pourraient être approuvés par des militants ou des proches d'Arnaud de Montebourg, de Jean-Luc Mélenchon, dans la critique que vous faites de l'Europe. Vous faites une critique très forte du système européen et de l'Union européenne telle qu'elle est. Vous dites en gros, c'est un système, je vous cite, c'est un système qui rend l'âme et qui tourne à vide. Et en même temps, quand on lit tout ce discours, on ne peut pas s'empêcher de penser, mais enfin, Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de l'Élysée en 2012, quand Hollande allait à Berlin pour, soi-disant, renégocier le traité, le traité européen, le traité de Lisbonne, chose qui n'a jamais été faite. Donc, comment vous pouvez échapper à ce bilan, faire un constat dont, finalement, vous avez été le coacteur? Non, là-dessus, il faut savoir raison garder, comme disait un autre grand homme. Vous avez été également ministre de l'économie, donc par exemple, la crise grecque... Mais je vous invite, quand vous êtes ministre de l'économie, j'ai suffisamment exprimé ma voix sur la crise grecque, y compris en dissensus avec la politique qui était menée. Je vous renvoie à ce que j'ai pu dire à l'été 2015 sur la crise grecque. J'étais pour aller beaucoup plus loin et en effet traiter du sujet de la dette tout de suite. Et je l'ai exprimé, c'était je crois aux journées de l'économie à Aix. Et j'étais, je n'étais pas en charge de ce dossier n'étant pas ministre des Finances. En tant que ministre de l'économie, je peux défendre mon bilan pied à pied. J'ai constamment été dans la dénonciation de ce qui dysfonctionnait en Europe, mais pour autant pas pour moins d'Europe et une renationalisation des politiques, ce qui est très différent, ce qui est mon désaccord avec des gens comme Arnaud Montebourg ou avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, je crois dans une vraie souveraineté européenne, c'est-à-dire que sur beaucoup de sujets, l'Europe protège mieux que l'État-nation. Simplement, l'Europe, quand elle s'adonne à ses penchants bureaucratiques et qu'elle n'est pas à la hauteur du rendez-vous, elle se trompe et on doit le dénoncer. J'ai été ministre de l'Industrie sur l'acier chinois qui fait du dumping à l'Europe. Je me suis battu point à point. J'ai été le dénoncer à Bruxelles. J'ai passé des jours et des nuits pour le porter en conseil pour perdre et gagner des batailles. J'ai obtenu des raccourcissements de délai. Mais quelle était la vraie réponse? C'est un très bon exemple. Aujourd'hui, l'Europe ne protège pas suffisamment les travailleurs et les entrepreneurs qui sont dans la sidérurgie. On se fait tailler des croupières par les Indiens et les Chinois qui déversent leur acier à des prix qui ne sont même pas le prix des matières premières.
ils conduisent à fermer des entreprises. L'acier, on a construit l'Europe dessus. C'est ce que je leur ai dit. Si on perd cette bataille, c'est une faute économique, mais aussi politique. C'est notre trésor. On a fait les plans d'Avignon, on a restructuré nos surcapacités. Ensuite, on a dit aux gens, vous devez être compétitifs, améliorez-vous. Et là, l'Europe ne protège pas. La solution. D'accord, mais il y en a deux. Non, mais attendez, c'est vachement important parce que là-dessus, je vais revenir sur le secrétaire général. Ça revenait sur le traité de Lisbonne. Et donc, non, la solution, quand vous êtes secrétaire général adjoint à l'Élysée, et que quand même la grande mesure de Hollande et la renégociation. Non, alors, je finis sur mon point de l'acier. Je reviens. Ne vous inquiétez pas sur ma période de secrétaire général adjoint. Là, je dis, est-ce que si on renationalise la politique anti-dumping face aux Chinois, on est plus efficace? Non. On ne va pas se battre face aux Chinois, ça ne marche pas. On n'est pas le bon marché domestique, on est trop petit. Donc oui, l'Europe, c'est le bon marché. Simplement, elle doit prendre rapidement des décisions de tarifs anti-dumping pour être efficace. Les États-Unis le font. Eh bien, on est aujourd'hui moins protecteur, et non protectionniste, protecteur de nos industries que le sont les Américains. Donc là, l'Europe s'est fourvoyée. Donc là, je me suis toujours battu, je continuerai dans ce combat, qui est le combat de la souveraineté européenne, sur le numérique, sur l'industrie, sur la protection des personnes. Sur les marchés publics. Sur les marchés publics. L'Europe est un niveau de protection, et elle doit définir ensuite ces minima communs. Je reviens au traité, qui était le traité budgétaire qui était porté. Et là-dessus, je vais vous dire deux choses. La première, je ne tomberai jamais dans la facilité qui consiste à dire, quand j'étais secrétaire général adjoint, moi j'ai proposé ça, ça n'a pas été suivi, autre, de me désaxer. Je suis captif de cette période, déontologiquement et ontologiquement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes collaborateur, eh bien, vos conseils, vous les donnez à celui qui vous emploie, en l'espèce le président de la République, et donc je ne me démarquerai pas de ce qui a été fait dans cette période. Pour autant, j'attends qu'on ne me considère pas durant cette période comme un responsable politique. Ça, c'est la contrepartie. Quand je suis ministre, je peux m'exprimer, je défends mes positions. Si je ne suis pas d'accord, je peux le dire. Ce n'est pas le cas quand je suis un fonctionnaire en service au cabinet. Premier point, mais de positionnement. Le deuxième sujet, je vais défendre ce qu'a fait François Hollande sur l'Europe durant cette période. Parce que quand il arrive, la zone euro est en feu. La France a une crédibilité qui est très faible vis-à-vis de ses partenaires parce qu'à deux reprises, en 2003 et en 2007, elle a trahi sa parole. Elle avait dit aux Allemands, on va faire comme vous, etc. On va faire des réformes, on veut des accommodements budgétaires. Elle ne les a pas fait. Et il y a le feu dans la zone euro. L'Allemagne est dans une position de grande dureté, après même le traité budgétaire, et les pays du Sud sont en train de brûler, littéralement, avec, vous le savez, des taux d'intérêt qui s'envolent, les banques qui ne prêtent plus aux PME, et tout se bloque. Et la France, sous l'impulsion du président de la République, a joué un rôle central dans cette période, en particulier avec l'accord obtenu au sommet de juin 2012 qui permet de créer l'union bancaire. C'était ça ou des taux d'intérêt qui explosaient comme l'Italie et la Grèce, c'est ça que vous êtes en train de dire? Bien sûr. Donc en gros, il n'y a pas de rapport de force pour négocier quoi que ce soit. Il y avait un rapport de force quand il arrive. Il utilise son rapport de force pour renégocier avec l'Allemagne l'union bancaire et créer un système de solidarité au sein de la zone euro qui n'existait pas sur son système financier. Et qui permet de ramener ensuite tout le monde dans une zone, si je puis dire, de survie, et qui permet à la Banque centrale européenne de prendre ses décisions de juillet qui n'auraient pas existé sans cet accord. Et il est l'élément qui fait jonction entre l'Italie et l'Espagne qui sortent à ce moment-là du Conseil et l'Allemagne est sorti. Et on ne peut pas faire ça et le traiter. Par contre, là où on peut avoir un sujet, c'est que plus tard dans le quinquennat, quelques mois plus tard, et à d'autres périodes où j'ai pris le poids, la France n'a pas voulu porter une voie de réorientation de la politique européenne, ce que j'ai essayé de défendre comme ministre, ce sur quoi j'ai réussi à faire écrire mon partenaire allemand, certes social-démocrate et qui n'était que vice-chancelier, mais on a coécrit un texte ensemble que je tiens pour très important et qui correspond à ma vision de l'équilibre européen, qui est qu'on a besoin d'une autre politique économique et budgétaire en Europe. Et la France n'a pas réussi sur ce volet-là, et là, ça a été insuffisamment porté à mes yeux. Politique qui n'a jamais été menée. Non, c'est exact, mais qui a un corrélat, et c'est toute ma cohérence. C'est que je trouve que quand Jean-Luc Mélenchon ou Arnaud Montebourg disent qu'il faut plus d'investissement et une relance keynésienne, ils ne sont pas cohérents parce qu'ils peuvent le faire, mais ils le font tout seuls. Non, mais vous parlez de cohérence, je vous interroge sur un autre point. Non, mais je finis juste sur ce sujet-là parce qu'il est fondamental. C'est que moi, ce à quoi je crois sur la relance européenne, c'est qu'on doit, nous, réformer le pays pour être une économie quand même un tantinet plus crédible. Nous sommes la deuxième économie de la zone euro. On a 10 points de PIB de plus de dépenses publiques que la moyenne des autres, et on a un taux de chômage qui est le double de celui de l'Allemagne. Bon, donc on n'a quelque part pas fait nos réformes, et nous ne sommes pas dans la même situation qu'eux. Et de l'autre côté, et donc notre errement, ce serait de nous complaire là-dedans et de ne pas faire notre rôle, remplir notre rôle. Et de l'autre côté, les Allemands font une erreur aujourd'hui, qui est d'être dans la rigueur budgétaire.
eux, d'avoir un budget en excédent primaire, ce qui est une erreur par rapport au traité, et de ne pas poursuivre une politique d'investissement et d'additionnalité, c'est-à-dire d'un vrai investissement public. Le gouvernement français dont vous avez été le membre n'a jamais mis en œuvre des moyens de rapport de force politique pour réorienter. Je suis profondément en désaccord avec vous sur ce sujet. Je l'ai fait quand j'ai porté ma loi. J'ai été en Allemagne la présenter. Le discours que j'ai tenu, je l'ai tenu en Allemagne, devant les milieux politiques, devant les milieux patronaux, devant les ambassadeurs. Je tiens à votre disposition mes discours qui sont tous des discours publics, où j'ai défendu cela. Je l'ai signé dans des tribunes en Allemagne. J'ai dit réforme en France, investissement en Allemagne. C'est ce rapport qu'on doit faire. Mais ce n'est pas un rapport contre l'Allemagne. Vous ne ferez pas l'Europe contre l'Allemagne. Vous la ferez en prenant vos responsabilités réciproques. Je reviens à votre discours du 24 septembre. Après le constat très sombre que vous faites du fonctionnement européen, vous évoquez la piste d'un référendum. Après, campagne, débats locaux, etc. Tout un cycle de débats, de consultations qui pourrait déboucher sur « voilà l'Europe que nous voulons », texte soumis à référendum. Dans le même temps, je voyais il y a quelques jours, vous avez fait un débat à Bruxelles pour défendre le CETA et surtout pour critiquer la position de la Wallonie qui s'est mise en travers de l'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que cette démocratie où, je dirais, à Lyon, le 24 septembre, vous évoquez les pistes possibles de référendum et de très larges consultations, et puis quelques semaines plus tard, vous dites, non, mais attendez, le nom wallon, c'est n'importe quoi, on ne va pas bloquer l'Europe à cause de... Mais c'est de la cohérence démocratique, pardonnez-moi de vous le dire, c'est deux choses très différentes. J'ai dit sur la réforme des traités, qui me paraît indispensable, pour retrouver justement, entre autres, ces équilibres économiques et d'investissement dont nous avons besoin en Europe, en zone euro, et avoir un vrai redémarrage de la zone euro qui, c'est ce que j'ai défendu à Lyon, a besoin d'une plus grande convergence sociale, réglementaire, fiscale, d'avoir un cœur d'Europe plus intégré, de lutter aussi contre le dumping qui existe en son sein, et je me suis plusieurs fois exprimé sur ce sujet. Elle a besoin de le refonder. En méthode, on ne peut pas le refonder en commençant par un référendum, on ne peut pas le refonder entre dirigeants, ça ne marche plus, cette méthode est épuisée. Je crois à la méthode des conventions démocratiques où on demande au peuple, de manière un peu plus complexe, sophistiquée, délibérative, qu'un simple oui ou non. Et on le construit, on se donne 6-8 mois. Derrière, ensuite, on en fait un texte intergouvernemental stratégique de 10-12 pages. Et ensuite, chacun le soumet à ses méthodes démocratiques. Et ça, quand le Parlement wallon, après des mois et des mois de débat, dit non au CETA, là, non. D'ailleurs, vous avez vu comment ça a fini. Avec ce qu'ils ont mis comme texte complémentaire, on l'a bien expliqué, c'est un texte très important, qui fait évoluer. Donc leur nom a fait évoluer après délibération et relation avec la société civile. Si vous m'avez bien entendu aux Beaux-Arts à Bruxelles, j'ai dit deux choses. J'ai dit, je suis en accord avec les points soulevés par le Parlement wallon et le gouvernement. Je l'ai dit. J'ai dit, je suis en accord. Les points soulevés sont très importants. Et dans le même temps, vous avez dit le non wallon, c'est se faire plaisir. Non, j'ai dit le non wallon, lui, ne peut pas arriver à une non-ratification. C'est se faire plaisir. Il a permis une amélioration du texte. C'est d'ailleurs ce que j'ai répondu dans la même séance aux Beaux-Arts. J'ai dit, la solution, c'est qu'il y ait un dialogue pour avoir des clauses interprétatives et améliorer le texte. Le texte n'a pas été amélioré. C'est des clauses interprétatives qui ont été données, qui ont clarifié. C'est exactement ce que j'ai dit comme la seule solution à mes yeux. Mais pourquoi ? Parce que je crois dans la politique commerciale communautaire. Il y a une chose qui est mal faite, c'est sa procédure. Mais je suis pour. Pourquoi ? Le texte du CETA n'a rien à voir avec le TTIP. On mélange souvent les deux. C'est une négociation commerciale de type... il y a énormément d'éléments dans le traité CETA qu'on retrouve. La discussion en cours sur le transatlantique. Les tribunaux d'arbitrage, les marchés publics, les services publics. Mais sur ce sujet, la discussion est très différente. Elle est d'un autre ordre. Je crois que c'est plutôt un accord plus classique que la négociation transatlantique. Ce traité, tout le monde, tous les gouvernements l'ont dit, il améliore la situation par rapport à l'actuelle. Il l'améliore. Donc n'avoir rien, c'est moins bien que ce traité. Ensuite, comment nous, tous, souverainement, nous avions décidé de nous organiser sur notre politique commerciale. Souverainement, ce n'est pas une procédure cachée, confisquée, ce n'est pas certains qui ont décidé dans un bureau que ça se passerait comme ça. Nos États, les 28 aujourd'hui, 27 peut-être demain, ont décidé que la politique commerciale, elle était plus efficace si elle était gérée de manière communautaire. C'est-à-dire que s'il y avait un négociateur... Nous avons, il y a 7 ans, donné un mandat. Ce mandat a été donné, il a été suivi. La réalité sur le traité canadien, juridiquement, c'est qu'il n'y avait même pas besoin de procédure de ratification nationale. C'est Juncker qui a choisi de Et donc, c'est Juncker qui a décidé de faire ratifier par les États. Donc, ce que je dis juste, c'est si on veut mener des négociations au niveau européen de manière crédible avec nos partenaires, essayons de ne pas détricoter les choses par des ratifications ou non-ratifications qui n'ont pas de statut juridique, parce qu'on se décrédibilise collectivement. Et ça, c'est vrai. Donc moi, pourquoi je suis pour la politique
commerciale communautaire. Parce qu'elle est plus efficace. Parce que demain, et c'est ce que j'ai dit, demain, si la Wallonie n'est pas d'accord, qu'elle aille négocier un accord avec le Canada, il sera moins bon que le CETA. Oui, parce qu'elle n'a pas le même rapport de force. La question qui est posée à travers le non wallon, c'est celle du contrôle démocratique, voilà. Et donc, de c'est à ça que je veux en venir. opaque, et ce sur quoi je l'ai dit. Avec des mandats flous voilà. et sans retour des négociateurs. C'est donc pour cela... C'est ce que disent tous les eurodéputés, c'est de droite et de gauche. Et ça, je l'ai dit aux Beaux-Arts, donc je pense que la bonne réponse à ce sujet fondamental n'est pas la non-ratification qui n'a pas de statut juridique et qui affaiblirait notre capacité même à négocier à 27, 28 aujourd'hui, 27 demain. Ça, je pense, c'est une grande erreur, parce qu'à ce moment-là, on s'affaiblirait. C'est comment on rend démocratique le processus de décision. Or, aujourd'hui, il ne l'est pas. Et vous avez raison. Parce que les mandats sont définis et ils prennent plusieurs années, 7 ans plus tôt, parce qu'il n'y a pas de clause de revoyure démocratique et qu'il n'y a pas de vrai débat. Or, il peut y avoir dans des négociations les lobbies qui font passer leurs intérêts, des négociateurs de bonne foi mais qui ne voient pas cela, et le débat démocratique est clair. Et j'ajouterais à ça, pour avoir, moi, vu la nature des relations, parce qu'il n'y a pas de traité transatlantique, mais il y a eu des négociations, il y a des débats. Les Américains, là-dessus, je vais être très pragmatique, mais c'est là où le pragmatisme rejoint le souci que nous avons de la démocratie, les Américains, ils ont un congrès qui lui demande, de manière très régulière, à ce qu'on appelle un négociateur américain qui est l'USTR, des points de rendez-vous. Et le négociateur... Ce qu'il n'y a jamais eu au Parlement français. Non, mais du coup, le négociateur, il vous négocie, il vous lâche un truc contre un autre, puis il revient après qui dit « Mon congrès était contre, je suis désolé, je dois le reprendre. » Et donc, vous vous faites avoir. Et donc, notre procédure démocratique nous affaiblit, parce qu'on définit tout, on met en fond toutes les cartes sur la table dès le début. Donc, il faut un vrai débat démocratique quand on définit le mandat du négociateur, et 2, il faut des clauses de rendez-vous extrêmement régulières avec le Parlement, pour la transparence démocratique, pour que, en particulier, les ONG, les lanceurs d'alerte puissent s'exprimer et, par le voie du Parlement européen, faire porter les intérêts qui sont les leurs et leurs préoccupations. Et 2, pour qu'on ait aussi une capacité à tirer les choses dans la négociation. D'accord. Enfin, pendant 4 ans, quand même, de par vos postes différents, vous avez vu passer les termes de ces négociations. Mais je les ai vus passer, vous vous êtes jamais mis en travers. Et vous n'avez jamais tiré les sonnettes d'alarme en disant attention, attention. Sur le TTIP, plein de fois. Et la France a joué un rôle sur la négociation sur le transatlantique. tard, effectivement. Non, sur la négociation transatlantique, la France a joué un rôle qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Il n'y en aura, à mon avis, pas à court, moyen terme. Il faut être tout à fait lucide. La France a défendu ses intérêts. Je n'étais pas le premier en charge de ce sujet de par mes fonctions, que ce soit à l'Élysée ou en tant que ministre, mais j'ai à chaque fois défendu les choses, et en particulier sur le sujet des services financiers et des règles d'extraterritorialité américaine, j'ai constamment défendu nos intérêts et le fait que nous étions dans un système totalement léonin. Allez, il est 11h, tout le monde dort. On va boucler. Il y aurait des choses encore à discuter et on n'a fait qu'un petit bout du monde. Et ben, c'est tout simple, c'est quand vous aurez déclaré votre candidature, vous revenez pour discuter dans le dur. Mais du coup, moi, j'ai quand même une dernière question. Je vous ai écouté attentivement. Vous n'avez jamais critiqué François Hollande. Vous l'avez toujours ménagé. On a tous la conviction que, quel que soit l'effet collatéral de son livre, il veut absolument y aller. Donc je me demande si vous allez être candidat le jour où François Hollande va déclarer sa candidature. Un de vos soutiens l'a laissé entendre aujourd'hui. Macron est dans l'attente de la décision de Hollande, dit le député PS Stéphane Travert, qui vous soutient. Il dit c'est la logique institutionnelle qui veut que le président sortant soit le candidat naturel, dit ce soutien d'Emmanuel Macron. Il dit Emmanuel Macron est la meilleure alternative pour rassembler et il faut s'y préparer si François Hollande n'y va pas. Donc en clair, quand François Hollande se déclare, vous rangez les Gaules. Je n'ai pas commencé à faire de la politique fiction alors que je vous ai dit que je mûrissais la décision pour moi-même. J'ai réexprimé ici des désaccords profonds, de fond, politiques, au sens noble du terme, avec le président de la République. Je les ai réexprimés sur des sujets qui renvoient aux valeurs, sur des sujets économiques, sociaux, sur des sujets européens. Je les ai exprimés. 2, j'ai du respect personnel. Et je considère que la politique, parce que justement, j'en ai une approche haute, font qu'on n'oublie pas les relations personnelles qu'on a. Et donc, moi, j'ai du respect, de l'amitié à titre personnel pour le président de la République que je ne renie pas. Ce n'est pas parce que j'ai des désaccords politiques qui m'ont conduit à porter une autre offre que, pour autant, je reviendrai là-dessus. 3, je suis attaché à la stabilité des institutions de mon pays. Et je pense que collectivement, il faut être très exigeant avec le président, surtout s'il devait être candidat. C'est le rôle des médias, c'est le vôtre, vous le faites
tout à fait bien vos collègues aussi, et d'être exigeant, d'aller pointer les incohérences, de demander des comptes. Mais je ne suis pas pour l'affaiblissement des institutions et donc je ne rentrerai pas dans ce jeu parce que je le trouve délétère et mortifère. Enfin, mes propres décisions politiques, celles du mouvement que je porte, du progressisme auquel je crois, n'ont jamais dépendu du choix des autres responsables, qu'ils soient de gauche ou de droite, quand bien même il s'agit du président de la République. Et donc, je ne partage pas la déclaration qui a été faite cet après-midi par Stéphane Travert. Indépendamment de l'agenda du président de la République que je ne connais pas, nous aurons des décisions à prendre. Elles se prendront par rapport aux idées qui sont les nôtres, aux projets pour le pays que nous voulons porter et à nos convictions. Mais elles ne dépendent pas des décisions des uns ou des autres, parce que je crois à la force profonde de cette refondation politique et surtout à sa nécessité. Merci Emmanuel Macron, merci à toutes et tous qui avaient suivi ces 2h30 de discussion loyale, franche et claire. Merci. Je vous rappelle que vous avez une petite heure pour saisir encore l'offre exceptionnelle qui vous permettra de suivre tout Mediapart, tous les dossiers, toutes les archives, 8 ans de journalisme indépendant pendant la campagne présidentielle pour être libre et autonome dans vos choix. C'est 20 € pour 6 mois. Allez-y et rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain live de Mediapart, mercredi, une semaine précisément après celle-ci, à 20h. Et cette fois-ci, là, on partira sur nos thèmes en vous donnant une autre vision de tous les débats sur le terrorisme, de la part d'ombre, de la lutte contre le terrorisme, de ses enjeux techniques par rapport à la politique de la peur. Bref, un spécial entre guillemets, terrorisme à Mediapart dans une semaine, au moment où on se souviendra, évidemment, ce sera près du 13 novembre, mais il y a eu aussi Charlie Hebdo, mais il y a eu aussi Nice, évidemment, de toutes celles et tous ceux qui ont perdu leur vie dans les attentats de ces derniers temps. Merci. Merci à vous.